Pascal, Alexandre, et bien voilà, la soirée et le début de soirée sont à vous. Merci. Merci Franck. Merci Franck. Donc on a le dur sujet de lancer cette soirée, de l'animer, de lui donner le rythme. Et quoi de mieux que d'accueillir effectivement, de t'accueillir, Alexandre, en tant que fondateur de Melty Group depuis 2008 et le leader national du média dédié aux millennials et la youth culture. Alors la youth culture, j'ai compris, millennials, ce serait bien qu'on commence par faire un petit peu de décryptage parce que je pense que ça va être un petit peu ça, le temps de la soirée. On va peut-être aborder des sujets où il va falloir décrypter deux mondes, peut-être, qui aujourd'hui travaillent pour certains beaucoup, peu, voire pas du tout, ensemble. Le monde de l'entreprise un peu traditionnel et le monde des startups. Et j'allais dire que notre première petite table ronde, là, ça va être autour de les startups. Est-ce qu'au bout du compte, c'est une histoire de génération? Et de l'aborder d'un point de vue de... Aujourd'hui, quand on est une startup, est-ce que le but ultime, au bout du compte, c'est de se rapprocher d'une entreprise ou est-ce que ce rapprochement peut être vu comme vendre un petit peu son âme au diable? Donc voilà, l'idée c'est peut-être que tu nous reprennes un petit peu l'historique de Melty, ce qu'est Melty, et puis cette histoire de start-up versus grandes entreprises, comment toi tu vois les choses, et on abordera le côté un peu plus management des gens qui composent les start-up et le côté un peu plus RH. Voilà, mais Melty, c'est quoi Melty? Déjà merci à tous pour l'invitation, c'est un peu impressionnant d'être ici. Parce qu'en plus vous êtes tous à table et j'ai faim. Mais... en dehors de ça, Melty, c'est avant tout un projet que j'ai eu quand j'étais au lycée. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de médias qui parlaient spécifiquement aux jeunes. Et donc je me suis dit, il faut en faire un. Alors au début, j'ai commencé dans ma chambre au lycée. C'était évidemment tout pourri. Et puis petit à petit, ça s'est amélioré petit à petit. J'ai eu la chance de rentrer dans une école d'informatique qui s'appelle Epitech. Et là, je me suis rendu compte que si je voulais arriver à parler à tous les jeunes, il fallait d'abord savoir ce qui les intéressait. Et donc, on a créé une technologie, un algorithme qui s'appelle Shape, qui utilise justement de la data depuis 2008 et qui nous permet de savoir en temps réel quels sont les sujets qui intéressent les jeunes. Et avec ça, du coup, on a construit Melty, qui aujourd'hui est le premier groupe média pour les millennials. Donc, c'est les jeunes de plus ou moins 18 à 35 ans et la génération Z, qui sont ceux qui arrivent juste derrière. Pour donner quelques chiffres, Melty, c'est lu par un jeune sur trois en France, 27 millions de visites. On est le 25e site français, plus gros que Canal+ ou Europe 1 par exemple. On est également présent sur Facebook avec une dizaine de millions de fans et on est surtout le plus gros magazine digital sur Snapchat Discover, qui est le kiosque de Snapchat, et donc notre magazine, qui est un magazine de 14 pages qui est mis en ligne tous les jours à 6h30 du matin et vu à peu près par 1,2 ou 3 millions de unique users par jour. Et puis on a aussi développé à côté de ça, parce qu'on pense qu'on est un média global, ce qu'on a appelé le Melty Global Universe, avec Melty Entertainment. Et donc on a nos propres stars dans la Melty Talent House, qui sont donc des youtubeurs, snapchatters, viners et blogueurs et ainsi de suite. On a nos propres séries, qu'on appelle des real-time social séries. La dernière série de Melty s'appelle Je me range, a été vue 78 millions de fois. Et enfin, on a nos propres événements, le Connect Tour, qui est notre tournée de talent, on va dire, et les Melty Future Awards, qui sont la plus grande cérémonie pour les jeunes en Europe. La dernière cérémonie, il y a eu 4,5 millions de votes et surtout 11 millions de personnes qui ont vu cette cérémonie en direct, qui est la plus grosse cérémonie diffusée sur Facebook aujourd'hui. Voilà. Et non, je suis à la retraite, parce que du coup, j'ai quitté la présidence de Melty il y a quelques mois, puisque ça faisait 15 ans que je faisais Melty, et je me suis dit, à 32 ans, si je fais Melty tout le temps, ça va finir par être pénible. Je vais finir par vieux président de Melty, comme le mec de Skyrock. Et je me suis dit, non, c'est pas cool. Il est très, très bien, je dis pas le contraire, mais c'était pas ce que je voulais. Et donc je me suis dit, il est temps pour moi de trouver un nouveau challenge. Et justement, on est en plein dans le sujet, parce que le nouveau challenge, c'est d'essayer d'aller travailler dans un groupe, dans un grand groupe. Parce que je suis sûr que je peux apporter énormément de choses, mais surtout, je suis sûr que je peux apprendre beaucoup. C'est un vrai challenge, mais c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc vous êtes sur le marché, quoi, comme on dit. Totalement, oui. Totalement. Bon, ça tombe bien. Je pense qu'il y a quelques employeurs dans la salle qui peuvent éventuellement cool. repérer. C'est mieux qu'un CV, je vous le dis franchement. Alors, c'est effectivement ça. Est-ce que, au bout du compte, cet ADN de la start-up, c'est pas de faire quelque chose, de l'arrêter volontairement, comme tu choisis de le faire, et puis de redémarrer sur autre chose? Est-ce que ça, c'est une sorte d'ADN du start-upper ou non? En fait, j'en ai aucune idée. Je trouve je casse un peu l'ambiance, mais je trouve que c'est super compliqué de cloisonner start-up et grand groupe. Qu'est-ce qu'une start-up? Qu'est-ce qu'un grand groupe? Moi, j'ai toujours considéré Melty comme une start-up, est-ce que c'en est une ou pas, par rapport à vos groupes. J'ai eu la chance de discuter avec 2-3 personnes dans la salle, effectivement. Vos groupes sont bien plus impressionnants que Melty, évidemment. Est-ce que Facebook est une start-up aujourd'hui? Est-ce qu'Amazon se comporte comme une start-up aujourd'hui? Pour moi, Amazon se comporte parfaitement comme une start-up, et pourtant, c'est le truc qui est en train de bouffer la moitié des commerces du monde. Donc, je me dis, c'est un peu compliqué de définir ça.
Si on devait le définir, je dirais une startup, c'est une entité qui est capable de décider et de réagir vite. Alors évidemment, quand vous êtes une énorme entité, c'est plus difficile, et encore une fois, la vitesse est relative. Je dirais qu'une startup, c'est une entité qui, grâce à cette prise de vitesse de décision, est capable du coup de se planter, d'apprendre justement de ses erreurs, et comme elle va vite, de pouvoir proposer d'autres solutions si ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'une startup, c'est quelque chose qui est fondamentalement obsédé par ses clients, ses utilisateurs. Moi, quand j'étais Melty, mon obsession absolue, c'était est-ce que ce qu'on est en train de faire plaît à nos lecteurs maintenant? Est-ce qu'on est les meilleurs pour les informer et les divertir? On a une mission qui était informer et divertir les jeunes sur tous les sujets qui les passionnent tout le temps, mettre en avant l'énergie positive de la jeunesse et créer des contenus cool. Donc c'était vraiment mon leitmotiv. J'en dormais pas la nuit. C'est quand je savais qu'on avait fait de la merde la journée, j'en dormais pas la nuit. Et je pense peut-être qu'une startup, après, c'est une boîte qui, plus que juste se dire, même si c'est le nerf de la guerre, parce que t'as pas de sous, tu peux pas construire ton truc. Mais je pense que c'est une boîte qui se dit on a avant tout un projet et on crée ce projet. Moi, je voulais pas devenir patron d'entreprise, je voulais juste créer Melty. Et pour ça, il fallait une structure, une entreprise. Et pour ça, il fallait des RH, il fallait des DAF, il fallait des rédactions, il fallait des ingénieurs, il fallait des actionnaires. Mais finalement, c'était un outil au service du projet indirectement. D'accord. Donc ça répond un peu à ma question. Se rapprocher d'un grand groupe, c'est pas forcément vendre son âme au diable quand on est une start-up pour toi. Totalement pas. Je pense que ça dépend du grand groupe en question. Et d'une certaine manière, en tant que start-upper, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Et je vais justement choisir le groupe en question en fonction de ces critères. On a vu beaucoup d'acquisitions qui sont extraordinairement mal passées, parce que justement les grands groupes étouffent la start-up et comprennent pas ce qu'elles font. Comme on a vu à l'inverse, des acquisitions de start-up qui fonctionnent extraordinairement bien. J'ai envie, par exemple, parlons simplement d'Instagram via Facebook. Aujourd'hui, Instagram, et pour moi, si je vais parier entre Facebook et Instagram, je parierais sur Instagram aujourd'hui. Mais ils ont bien réussi à le développer, voire à le développer particulièrement bien. D'accord. C'est un exemple de bonne acquisition. D'accord. Donc, quelques petits points de repère. Si dans la salle, on avait des velléités pour des grands groupes de se rapprocher d'une start-up, un peu les ingrédients du bon rapprochement et de la bonne, je ne sais pas comment on peut dire, fusion, j'ose pas, mais c'est un peu ça. Alors, encore une fois, Melty, au maximum de ce qu'on a fait, on était 115 avec 400 salariés. Donc, vu les noms que j'ai pu voir, c'est une goutte d'eau par rapport à vous. Mais quand moi, je devais travailler avec mes équipes pour essayer de faire bouger les choses, parce que finalement, c'est souvent à ça que servent les startups, c'est essayer de faire bouger les choses, j'ai utilisé une technique qui n'était pas si mauvaise. Donc, en gros, nous, nos rédactions, à l'origine, nos rédactions traditionnelles de journalistes, considérées dans le web comme traditionnelles, travaillaient sur Google. Leur travail, c'est de faire en sorte que les articles soient référencés sur Google. Et donc, moi, quand j'ai débarqué en 2009, 2010, en recrutant des vrais journalistes, en disant les gars, vous allez écrire sur Google, tweetez pas s'il vous plaît. Mais tout le monde nous prenait pour des fous. Les mecs étaient là, non mais nous, des journalistes professionnels, écrire pour Internet, non mais c'est pas possible, si tu veux. Bref. Et on a eu un problème, c'est qu'en fait en 2015-2016, un des principaux outils utilisés par les jeunes pour chercher du content, c'est plus Google, c'est Facebook. Donc, je suis allé voir mes mêmes rédactions, je leur ai dit maintenant les gars, en plus d'écrire pour Google, il va falloir écrire pour Facebook. Levée de bouclier instantanée. On dit, vous êtes fou Alexandre, on est des journalistes professionnels, nous on n'écrit que pour Google, on n'écrira pas pour Facebook. Je me disais, attendez, il y a 3 ans, bref. Donc, ce que j'ai fait qui a plutôt bien fonctionné, c'est que j'ai créé en fait un nouveau projet qu'on a appelé Tiramisu. Et dans ce projet Tiramisu, on a mis 3 personnes qui venaient des rédactions traditionnelles de Melty et 3 personnes externes d'une start-up justement qu'on avait fusionné avec nous. Et du coup, on a construit cette équipe et on a dit à cette équipe, vous avez tous les moyens de Melty, mais vous n'avez en fait aucune de nos contraintes puisque vous n'avez pas utilisé nos technologies, sauf si vous voulez, vous n'avez pas utilisé la marque, sauf si vous voulez, vous n'avez même pas utilisé nos contenus tant que vous restez dans telle ligne éditoriale, dans telle charte et surtout dans tel périmètre de budget annuel. Et ça a particulièrement bien fonctionné, à tel point que du coup les rédactions classiques ont commencé à trouver le sujet intéressant. Et au final, on a totalement fusionné ce projet Tiramisu qui n'existe plus, qui aujourd'hui est Melty sur les réseaux sociaux. Et les gens qui sont à l'origine de ce projet Tiramisu font aujourd'hui partie des cadres de dirigeants de la rédaction et forment petit à petit le reste en fait, de nos équipes plus traditionnelles vers ces nouvelles méthodes de création de content. On a fait ça également sur Snapchat. Pareil, on a construit un magazine sur Snapchat qui est très étrange parce que Snapchat, c'est à la fois de la vidéo mobile, donc quelque chose de très très moderne, dans un format magazine de 14 pages, en fait, très traditionnel. Et donc on a construit par une équipe avec 3 personnes de la rédaction classique Melty, pour le coup plutôt orientée moderne cette fois-ci, et 3 personnes venant de rédaction papier classique, qui du coup ont pu bosser ensemble et ont réussi à construire ce magazine moderne qui pareil est un véritable succès et qui du coup fonctionne. Mais je trouve que ça marche bien comme méthodologie à chaque fois de faire une espèce de mélange entre on va dire l'équipe traditionnelle et l'équipe moderne.
En fait, tu nous parles un peu de marque depuis tout à l'heure, mais surtout, tu nous parles de pratiques. Et donc, derrière les pratiques, il y a les hommes et les femmes, il y a ceux qui apportent quelque chose. Tu l'as dit, je pense que c'est apporter un esprit. Et j'aurais envie de te poser une question. Est-ce qu'il y a une génération start-up ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu penses que cette génération, tu les as nommés, les Z, les Millenniums, les Youth Generation, est-ce qu'ils sont du coup compatibles ? Alors ça, c'est un vrai sujet qui dépasse bien évidemment le rapprochement des startups et puis des grandes entreprises. Mais est-ce que ces jeunes, avec cette nouvelle façon d'aborder effectivement le développement, le business, le marketing, la communication, est-ce que cette génération, elle est compatible pour toi avec un peu les modes managériaux de l'entreprise traditionnelle qu'on représente ici pour beaucoup ? Et, en grande partie, déjà pareil, je trouve que dire génération de start-up, c'est un peu chelou parce que, par exemple, moi j'ai la chance d'avoir un mec extraordinairement brillant qui m'a accompagné, qui s'appelle Pierre Chapaz. C'est le gars qui a monté une start-up, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle Teads, qui a été racheté par Altis, je ne sais plus combien de millions encore. Là. Ce mec-là a plus de 45 ans, pas de prudent. C'est pas un âge déjà, c'est pas l'âge, ça peut ne pas être l'âge. Et je pense que c'est le meilleur start-upper que je connaisse aujourd'hui, il est absolument brillant. Donc je pense pas que ce soit un âge, je pense que c'est plutôt un mode de pensée ou de philosophie. Effectivement, c'était très à la mode, en tout cas c'est de plus en plus à la mode. Est-ce que ça donne envie aux gens de faire ça ? Je sais pas, mais peut-être. Après, je pense que les grands groupes peuvent être évidemment compatibles. Je pense qu'il y a juste quelques petits trucs à modifier. Et à mon avis, le premier truc à modifier, c'est juste se rappeler qu'il faut redonner du sens au travail d'une certaine manière. Je pense que la plupart des jeunes aujourd'hui, alors certains malheureusement cherchent juste un chèque parce que faut bien manger à la fin du mois, mais je pense qu'il y en a plein qui aimeraient juste retrouver en fait dans leur travail un certain sens. Et donc ce sens, le why, souvent le pourquoi je ferais ça, il faut apporter ce sens. Pour toi, c'est fondamental d'apporter le sens. Par exemple, un truc tout con, c'est je vous invite à aller regarder la très très belle lettre que Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, a fait. Donc c'est sa lettre annuelle qu'il a fait à ses salariés il y a 3 jours. C'est très récent justement. Quand vous regardez cette lettre-là, je trouve qu'on comprend totalement quel devrait être le mode de management, je pense, d'une entreprise moderne aujourd'hui. C'est une lettre qui déjà est cool pour ses équipes, mais surtout qui donne un sens tout de suite à toute l'activité actuelle d'Amazon. Et ça donne évidemment un objectif financier, mais ça donne vraiment un sens profond. Et quand tu es dans ce truc-là, je ne suis pas chez Amazon, mais quand tu es dans ce truc-là, tu te dis effectivement, tout ce qu'on fait a un vrai but, voilà pourquoi on le fait, voilà où on y va. C'est un exemple de base, mais je pense qu'il faut juste redonner du sens à tout ça. Et puis pourquoi pas essayer de redistribuer peut-être plus de responsabilités ou autres. Et un dernier truc qui est important, et je pense que c'est dans les deux sens, et moi je l'avais vu avec Melty, très vite moi je me suis entouré de personnes bien plus âgées que moi, avec beaucoup plus d'expérience, et je pense que les deux sont très compatibles. Il faut juste trouver des personnes qui ont beaucoup d'expérience, mais s'ils sont capables de reconnaître que certaines fois la non-expérience est tout aussi précieuse, et à l'inverse trouver des personnes qui n'ont pas d'expérience, mais qui sont évidemment capables de reconnaître que l'expérience est précieuse également. La vérité est souvent entre les deux, il y a certaines choses qui marchent très bien et qu'on n'a pas besoin de refaire. Et à l'inverse, il y a certaines choses avec un questionnement intelligent qui peuvent justement être refaites différemment et peuvent faire changer les choses. Donc, je pense que ça demande en fait beaucoup d'ouverture d'esprit dans les deux sens. Tu penses que la nouvelle assemblée qu'on va avoir nationale, c'est une start-up ? Aucune idée. J'adorerais que ce soit le cas. C'était le clin d'œil, mais bon, voilà, c'est un peu dans l'air du temps quand même. Enfin, notre président veut une start-up, une nation de start-up, une start-up nation, et effectivement, il y a un renouvellement à l'Assemblée qui est très intéressant. Et si ça pouvait être le cas, pourquoi pas ? Après, encore une fois, quand vous êtes une start-up, avec Melty, on l'a vu, j'ai passé les 4 dernières années de Melty, notamment en recrutant un directeur général, en recrutant un vrai DAF, et ainsi de suite, à au contraire structurer Melty, parce que je me rendais bien compte que notre fonctionnement pur start-up d'origine, très vite, ça finissait par pas fonctionner. Et donc, il me fallait réintégrer des process et des modes de fonctionnement, que ce soit pour travailler avec nos actionnaires, avec nos clients, mais même en interne, que des grands groupes ont aujourd'hui. Et à l'inverse, je pense que le fonctionnement, entre guillemets, only grand groupe à l'ancienne, version BTP de l'époque, ça ne doit plus beaucoup fonctionner aujourd'hui. Il va falloir l'update aussi, par exemple avec notamment tout ce qui est coworking ou des méthodologies de travail et ainsi de suite. Je pense qu'un dernier truc important, c'est que les jeunes, millennials ou Z, sans faire de généralité pourrie, mais globalement ont un smartphone. Et en fait, ce smartphone, c'est littéralement une troisième main. Il faut vraiment le voir comme ça. Ça va totalement tout changer. Il n'y a plus de monde virtuel et de monde réel. Il y a juste en fait un monde augmenté, parce que c'est finalement ça la réalité augmentée, c'est un monde augmenté qui fait qu'à n'importe quel moment, avec ton téléphone, tu peux avoir accès à des informations extraordinaires, tu peux être en contact avec n'importe qui, et ainsi de suite. Et je pense que ça fait partie aussi des clés pour intégrer cette génération, c'est de se dire, ils ont cet outil formidable, donnons-leur des outils compatibles avec cet outil-là, ne les bridons pas. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de te dire que tu utilises des outils du siècle dernier. C'est pour les DSI ce qu'il est en train de dire, j'ai l'impression là quand même. Il faut accepter qu'on arrive avec les devices et il faut les accepter, il ne faut surtout pas brider. Voilà, sur le côté... Je vous recommande Google Apps for Domain. Ah, c'est ça. Donc, et toi, tu te sens armé là par rapport à tout ça, par rapport à ce que tu as pu déployer en termes de compétences, arriver dans un grand groupe demain qui va t'embaucher, tu penses que tu as tout ça ou tu penses que tu vas apporter une plus-value d'âme ? Moi, je pense que je suis totalement désarmé, mais c'est justement tout le but du jeu. Quand j'ai créé Melty, j'étais basiquement lycéen.
Est-ce que tu penses que je savais faire des levées de fonds, des trucs comme ça? Donc c'était la guerre. Hein. Moi, j'ai commencé dans ma chambre. Et c'est pas mes parents qui m'ont aidé, et c'est pas mes amis qui m'ont aidé à l'époque, ils y comprenaient rien non plus. Donc il a bien fallu que j'apprenne. Donc non, au contraire. Ce que je pense juste, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance, par rapport à mon parcours de Melty, de connaître des choses absolument extraordinaires d'un côté, mais j'ai la malchance de l'autre côté de ne pas connaître des trucs extraordinairement simples que dans n'importe quel grand groupe, la plupart des salariés sont capables de connaître. Donc c'est un vrai challenge. Je pense que d'un côté, je peux apporter justement beaucoup, et de l'autre côté, je peux apprendre des choses simples, mais qui m'apporteront beaucoup. Et ça m'intéresse énormément. Et donc, alors peut-être un message pour les RH, c'est de travailler sur l'intergénérationnel. J'ai l'impression que tu valorises effectivement ceux qui seraient là, avec l'histoire, l'expérience. Toi qui arrives avec des nouvelles pratiques, c'est comment on fait prendre ces deux mondes. Tu penses que là, il y a une recette, il y a quelque chose à faire prendre? Totalement. Je pense qu'encore une fois, ce serait une mauvaise chose aujourd'hui de rentrer dans une espèce de lutte générationnelle ou autre. C'est stupide. Je pense qu'il faut juste, encore une fois, faire preuve d'ouverture d'esprit des deux côtés. Et je pense qu'encore une fois, il faut travailler avec des jeunes qui sont capables de reconnaître la valeur de l'expérience. Et encore une fois, travailler avec des moins jeunes qui sont, eux, capables de reconnaître la valeur de la non-expérience. Et ce questionnement, finalement, qui peut être relativement relou, si tu veux, n'est simplement un questionnement de quel est le sens de ce que je fais. Et quand tu fais quelque chose et ce que tu fais a un sens, bah, tu le fais bien mieux parce que du coup, c'est un projet que tu portes, tu deviens potentiellement passionné et ça change totalement la manière dont tu te comportes. Et puis c'est également, finalement, même si ça peut être perçu comme relou, une opportunité pour se dire mais effectivement ce truc que je fais depuis des années comme ça, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas de manière différente? Beaucoup de fois à Melty, et pourtant encore une fois j'ai que 32 ans, on avait des jeunes de 18, 20, 21, 22 qui bossent dans nos équipes. Et souvent, ils venaient me voir en me disant « mais tout ce que tu fais, c'est nul, si tu veux ». Et j'écoutais, j'ai discuté avec eux, et très souvent, ils avaient totalement raison. C'est-à-dire que mon point de vue était déjà basiquement obsolète, et en réalité, si tu veux, ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes était bien fonctionnel. Et donc, du coup, bah, j'apprends. Et c'est ce qu'il faut se dire, c'est se dire bah, moi, à 32 ans, avec mes 15 ans de start-up, finalement, il y a des fois où je sais moins que quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, parce que notamment, lui, sait rien, et le fait qu'il sache rien, bah, ça lui permet de trouver une toute nouvelle voie, qui, combiné à mon expérience, peut faire quelque chose de cool. D'accord. On s'achemine vers la fin. Est-ce que tu aurais un petit mot, un petit conseil à ceux qui voudraient se rapprocher des startups? Au-delà de, il faut être chelou et pas relou. J'ai bien compris qu'on a le droit d'être chelou. C'est important d'être différent derrière, mais pas alourdir le système dans ce qu'on fait. Donc mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Prenez que des startups dans lesquelles Fleur Pellerin a investi. Alors là, il se place. Mais ça me paraît être un conseil d'avenir. C'est ça la génération start-up, on y va, on n'a pas peur, on envoie. Non, plus sérieusement, je dirais, encore une fois, cette logique d'ouverture qui est de dire, essayez de trouver des startups qui comprennent encore une fois la valeur de votre expérience et essayez de trouver des startups et faire en sorte que vous compreniez la valeur potentiellement de leur non-expérience. Cherchez pas à les intégrer totalement parce que vous allez les étouffer. À l'inverse, ne les laissez pas totalement à l'extérieur de vos groupes parce que sinon, ils ne vont pas bénéficier de vos synergies. Essayez de faire en sorte que ça fonctionne. En prenant, moi, il y a un grand groupe actuellement, je trouve son développement numérique absolument formidable, qui est donc le groupe Accor avec Sébastien Bazin. Et si vous connaissez un petit peu Accor, je vous invite à aller regarder ce qui. Travaille avec les incubateurs beaucoup d'universités, de grandes écoles. Travaille avec des écoles, des universités. Ils sont en train de racheter un nombre de startups assez impressionnantes. Chacune de ces startups, ils rachètent et souvent pour eux une nouvelle création de lignes de business spécifiques pour étendre le métier entre guillemets historique en fait immobilier, d'accord. Et la manière dont ils travaillent avec ces startups, je la trouve moi relativement brillante, que ce soit pour l'intégrer à l'intérieur intégrer justement, soit pour créer des passerelles avec le groupe lui-même, et au contraire arriver à développer les startups elles-mêmes. Et ils ont fait un truc assez intéressant, ils ont recruté un gars qui s'appelle Thibaut Vior, que je vous invite éventuellement à regarder, qui est absolument brillant et qui justement est un ancien entrepreneur et qui arrive à faire cette espèce de passerelle entre l'écosystème digital qu'Accor est en train de se créer, quasiment comme un fonds d'investissement presque en fait, et de l'autre côté, les métiers traditionnels historiques d'Accor. Et un autre truc qu'ils font relativement bien, et pour le coup par exemple Bouygues tout court le fait pas mal aussi, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent une start-up, ils y mettent en fait un ou deux parrains d'une certaine manière, qui sont généralement des directeurs suffisamment haut placés dans les structures pour servir un peu de poisson pilote, et arriver à dire aux startups, tu aurais besoin de ce truc-là, bah, c'est telle personne qui peut te l'apporter. On t'arrête plus, mais je crois que tu as oublié de dire quelque chose, mais ça s'est vu, c'est la passion. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Non, mais tu l'as montré, tu n'as pas eu besoin de le dire. On peut t'applaudir. Merci bien. Merci beaucoup pour cette intervention passionnée, teintée d'expérience. Merci beaucoup. Et bah, bon appétit à vous, à bientôt.